qui m'a donné ce sujet, je m'appuierai un petit peu plus sur l'implication des soignants dans le processus de fin de vie. Et second préambule, je ne traiterai pas de l'absence de collégialité dans les décisions de fin de vie, c'est-à-dire les décisions qu'on prend la nuit, plus ou moins seul, ou le week-end. Alors, juste cette petite diapo pour vous rappeler la loi Leonetti et pour vous dire que cette procédure collégiale s'est imposée depuis cette loi dans deux situations que vous connaissez. C'est chez la personne hors d'état d'exprimer sa volonté, lorsque la limitation ou l'arrêt de traitement est susceptible de mettre sa vie en danger, c'est-à-dire d'entraîner le décès, et lorsque une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave ou incurable, chez cette personne est prise une décision de limitation de traitement. Et je vous redonne les termes du décret qui a formalisé la collégialité. Cette décision doit être prise en concertation avec l'équipe de soins, si elle existe, et en réanimation, bien sûr, elle existe, ce n'est pas toujours le cas, et avec l'avis motivé d'au moins un médecin appelé en qualité de consultant. Je vous parlerai un petit peu de ce consultant, mais peu, puisque effectivement le sujet est plutôt l'implication des soignants. Et enfin, la loi, initialement, nous imposait de prendre en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés. Les termes étaient quand même finalement très mous, on va dire, en tout cas dans le début de cette loi, puisque c'était une concertation qui était demandée, et puis ce qui était demandé, c'était de prendre en compte un avis, et après cet avis, effectivement, la décision reposait sur le médecin en charge du patient. Pourquoi l'équipe soignante? C'est le code de déontologie médicale qui a précisé les raisons de cette implication. Les personnels paramédicaux ont une connaissance aiguë du ressenti et de l'état d'esprit du patient et de son entourage. Il est indispensable de recueillir leur avis et c'est un facteur de cohésion entre l'équipe médicale et paramédicale. Le médecin consultant, c'est un médecin qui ne participe pas directement aux soins, il est étranger à l'équipe en charge du patient. Alors, il n'est nulle part précisé qu'il ne doit pas faire partie du service, mais il est étranger à l'équipe qui prend en charge le patient. Ni la loi, puisqu'on va parler de ça, ni le code de déontologie médicale, ni les commentaires, eux, n'exigent de consensus entre les médecins pour la prise de décision. Et enfin, le code de déontologie médicale nous recommande, si possible, de consulter le médecin traitant. Et voilà donc l'ensemble des médecins qui vont faire partie de cette collégialité. Alors, est-ce que collégialité est le terme approprié ? La collégialité, c'est le principe qui guide les actions d'un groupe de personnes qui ont le même statut, la même fonction, le même rôle, le même niveau hiérarchique et qui assument les décisions qui sont prises par le groupe et par la majorité de ses membres. Alors c'est un principe de justice qui désigne le fait, et je vous ai mis là la photo d'un film extraordinaire de Sidney Lumet qui est paru en 1957, le principe de collégialité en justice, ça désigne le fait qu'un justiciable est jugé par plusieurs juges qui délibèrent ensemble et qui donnent une décision mesurée qui permet au justiciable d'éviter la partialité d'un des jurés. Alors, est-ce que c'est le terme approprié ? Sûrement non. C'est évident que dans une délibération en vue d'une décision de limitation de traitement, si on implique les soignants, il y a forcément une différence de statut, de fonction, de culture, de niveau de compétence entre les médecins, entre un interne et un médecin senior. Et puis, il y a de l'autre côté un patient qui, comme le disait Didier Dreyfus tout à l'heure, a moins de pouvoir, est en asymétrie devant ce pouvoir médical et qui est vulnérable et ses proches de la même façon. Et puis, il y a un déséquilibre supplémentaire qui est introduit par le fait que celui qui décide, c'est le médecin en charge du patient, et ça donc valorise à la fois son pouvoir personnel et puis la valeur de l'expertise médicale. Alors, ce que recommande la CCNE dans son avis 121, c'est un petit peu de changer les procédures. Alors, évidemment, ce n'est pas un texte de loi, mais c'est un avis du Comité consultatif national d'éthique. Et ce qu'il propose, c'est de passer d'une procédure collégiale, dont on a vu que le terme n'était pas forcément tout à fait approprié,
à ce qu'il appelle une délibération collective et interdisciplinaire. Et il dit, et à plusieurs reprises, que cette délibération collective ne doit pas se limiter à un échange entre membres d'un collège de médecins, que cette délibération doit être interdisciplinaire ou métadisciplinaire, je vous laisserai découvrir ce que veut dire métadisciplinaire, et qu'une large place doit être faite aux professionnels non médicaux concernés par la prise en charge de la personne. Et on voit tout à fait qui ça désigne, les infirmières, les aides-soignantes, les kinés, la psychologue. Voilà. Le second point, c'est que finalement, ce n'est pas tout à fait la décision d'un seul médecin qui est recherchée, mais finalement, dans les recommandations de la SRLF notamment, plutôt un consensus. Et un consensus, c'est quoi? C'est l'expression du sentiment global d'une collectivité de personnes qui penchent donc plutôt en faveur d'une position, même si ce n'est pas exactement le sentiment de chacun. C'est donc quelque chose qui n'exprime pas forcément ou explicitement l'avis d'une minorité. Et donc, ce que recommande la SRLF, c'est qu'au niveau de l'équipe soignante, médicale et paramédicale, un consensus soit recherché. Et ce qu'il importe, c'est l'absence d'opposition nette ou de doute sérieux émis par un ou plusieurs participants. Donc, c'est un peu une évolution, finalement, par rapport au texte de loi. Alors bien sûr, et tel que l'a formellement exprimé le Comité national d'éthique, le premier acteur du débat, c'est le patient. En réanimation, les patients sont globalement jugés, entre guillemets, incompétents au moment de la décision de limitation d'arrêt des thérapeutiques, bien que l'évaluation de cette compétence soit finalement assez floue. On prend soit le Glasgow, le score de Glasgow, soit le MMS, soit d'autres tests, mais qui finalement évaluent d'abord la compétence de manière binaire. Oui, il est compétent, non, il n'est pas compétent. Et donc, c'est forcément, on va dire, un frein à sa participation, évidemment, au processus décisionnel. Les préférences des patients sont peu connues. Les directives anticipées, c'est 2% des personnes en France, dans le rapport de l'INED. Mais même les préférences des patients, c'est-à-dire transmises par la famille ou par le patient s'il est conscient quand il est admis en réanimation, finalement, dans l'étude internationale Ethicus, européenne Ethicus, elles ne sont connues que chez 20% des patients. Et enfin, on le sait, il y a plusieurs études qui montrent qu'il y a une divergence de valeurs entre les médecins, les infirmières et les patients. Et par exemple, cette étude de Charles Spong qui montre que les médecins et les infirmiers sont finalement, eux, le critère qualité de vie est très important pour eux si jamais ils avaient à prendre une décision pour eux-mêmes. Et finalement, pour les patients, beaucoup moins. 90% des médecins et des infirmières valorisent la qualité de vie plus que la survie, alors que finalement, les patients interrogés après un séjour de réanimation et les familles, pour la moitié d'entre eux seulement, pensent que la qualité de vie est plus importante que la survie. Et il y a comme ça de multiples études qui montrent l'inverse et son contraire, et en fait qui montrent la divergence d'opinion à chaque fois entre les patients et les soignants. Alors la question, pour moi, elle est effectivement quel degré d'incapacité exclut le patient d'une participation à la décision? C'est-à-dire, est-ce qu'un patient est totalement compétent avec toutes ses capacités décisionnelles telles que les a décrits Applebaum pour participer à la décision, ou est-ce que finalement un faible degré ou un degré variable de capacité permet quand même au patient d'imprimer son avis sur la décision de limitation de traitement? Et pour moi, la réponse est oui. Par exemple, un patient qui exprimait une opposition réitérée aux soins, ce que souvent les infirmières décrivent de façon assez bruyante quand un patient refuse les soins, parce qu'elles sont confrontées à ça toute la journée. Est-ce qu'on doit en tenir compte? Oui, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Même si le patient est confus ou en délirium, on sait d'abord que son état de vigilance fluctue et que, en tout cas, ça ne doit pas être contraignant, mais ça doit rentrer en ligne de compte dans la discussion. Et enfin, la perception du caractère inapproprié des soins, c'est-à-dire du fait qu'on a l'impression, le sentiment de donner un traitement contraire à son souhait et à ses valeurs, pour l'infirmier ou pour le médecin. La raison en est la non-adhésion persistante du patient aux soins dans 20% des cas. La première étant l'excès de traitement.
Et donc, je pense qu'effectivement, on est arrivé au point où l'ouverture de la procédure collégiale à la personne malade est recommandée car fortement désirée par les citoyens et les instances éthiques. Même si sa volonté est altérée du fait de sa condition, tout doit être mis en œuvre pour que la personne puisse décider ou, si elle ne le peut pas, puisse participer à la délibération. Et ça renvoie finalement à l'équilibre, à la balance entre l'autonomie du patient, qu'est-ce qu'il est capable d'exprimer pour sa propre vie, et puis sa protection. On peut ne pas tenir compte des souhaits d'un patient confus, bien sûr. L'implication des proches, elle est effectivement aussi imposée dans la loi Leonetti. Et puis, toutes les enquêtes ont montré que les patients et les citoyens, quand ils sont interrogés, souhaitent être représentés par leurs proches. Le conjoint serait choisi par 60% d'entre eux, et donc pas par 40% des autres. Mais voilà, donc pas de généralité, c'est quelque chose sur lequel il faut enquêter, puisque vous savez que la personne de confiance est rarement désignée en réanimation. On sait qu'il existe des divergences d'opinion entre les patients et les proches sur les traitements souhaités et que seulement la moitié des familles souhaitent participer au processus décisionnel. Et c'est aussi quelque chose sur lequel il faut enquêter lorsqu'on implique cette famille dans le processus de décision. Et enfin, on sait que l'implication dans le processus décisionnel fait partie des critères de satisfaction des patients. Et dans le FSICU, qui est une échelle de satisfaction des familles qui a été développée par Darren Kayland aux États-Unis, l'implication dans la prise de décision, le soutien reçu lors de la prise de décision, le temps laissé au processus et le niveau de soins étaient des critères qui rentraient dans cette échelle. Et finalement, quand on regardait ce qui faisait varier la satisfaction et ce qui augmentait la satisfaction chez ces familles, c'est l'exhaustivité de l'information, le respect et le soutien des proches dans le processus décisionnel et le degré de satisfaction de la famille quant aux soins reçus. Alors, cette délibération collective, maintenant qui concerne donc les soignants, les médecins et toutes les personnes qui prennent en charge le patient lors de son séjour en réanimation, comment est-ce qu'elle s'organise aujourd'hui en réanimation? Alors, cette enquête qui a été menée par la Commission de congrès infirmiers, la SRLF, en 2011, montre que finalement la majorité des services organise la prise de décision lors de staff quotidiens ou lors de réunions dédiées selon ses besoins. En tout cas, le mode préférable de décision n'a jamais été évalué aujourd'hui, ni en France, ni au niveau international. Et la question qui reste, c'est est-ce qu'il vaut mieux évaluer tous les jours le niveau de soins d'un patient, au risque finalement de prendre une décision pas forcément très mesurée, dans le sens où on n'a pas forcément le temps de parler tous les patients du jour. Est-ce qu'il faut organiser des réunions dédiées en convoquant tous les experts qui peuvent intervenir dans ce processus décisionnel? Et effectivement, à cette question, nous n'avons pas de réponse. En France aujourd'hui, quel médecin on appelle pour prendre cette décision en réanimation? Et effectivement, tous les patients que j'ai cités là, tous les médecins que j'ai cités là ne sont pas forcément des consultants au sens de la loi Leonetti, bien sûr. Le spécialiste du patient, dans 63% des cas, il n'est effectivement pas extérieur au processus décisionnel, mais il en est plutôt un expert, donc 63%. Le médecin traitant, dans à peine un tiers des cas. Médecin de soins palliatifs, plus rarement. Un comité d'éthique, 7%, et le réanimateur d'un autre service, 10%. L'avis d'un consultant, toujours dans la même enquête, est jugé indispensable par 50% des médecins et 43% des infirmières. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on ne consulte pas, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas appel à un consultant? Il est difficile à identifier. On est réticent à prendre un avis extérieur, un regard sur nos pratiques, et on pense que les consultants sont réticents en raison de leur manque d'expertise. Alors, on en vient aux infirmières. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une infirmière puisse être impliquée dans un processus décisionnel? Il faut qu'elle soit informée, c'est-à-dire qu'elle ait assisté au staff clinique, qu'elle ait eu des échanges avec le médecin en charge du patient tout au long des soins, qu'elle ait assisté aux entretiens avec les familles et que l'information soit tracée. Et enfin, quand elle assiste à la discussion
de fin de vie, il faut qu'elle ose prendre la parole, que son avis lui soit demandé, que ses arguments soient reconnus comme valides et qu'on lui demande ou pas un agrément avec la décision prise. Alors, il y a deux études, il y a plusieurs études qui ont regardé ça, à la fois au niveau international et en France. L'étude Conflicus, qui a été publiée en 2009, qui a montré que 90%, et c'est heureux, des infirmières participaient aux visites cliniques. Par contre, la moitié des services avaient un staff clinique régulier. Et seulement dans la moitié des cas, il était dans la pratique des services de faire participer l'infirmière aux entretiens de fin de vie avec les familles. L'enquête qu'on a menée avec la SRLF montrait que 2/3 des infirmières, c'était un questionnaire par répondeur, 2/3 des répondeurs infirmiers participaient au staff clinique et 2/3 assistaient aux entretiens famille. Évidemment, pour qu'une infirmière soit informée, il faut une continuité, assurer une continuité non pas des soins mais des débats. Il faut donc que les arguments du processus décisionnel soient tracés. Et c'est donc important de rapporter les arguments qui ont été échangés avec la famille, les arguments qui ont été échangés avec le débat. Et je vous ai mis là en fait une image d'un dossier de patient où la description de l'entretien avec la famille est rapportée. La collaboration et la communication, c'est important pour préparer cette décision de limitation de traitement. Et on voit dans cette étude internationale qu'effectivement, seulement 33% des infirmières jugent que la collaboration et la communication entre infirmières et médecins est bonne. Et bien sûr, toujours une divergence avec les médecins qui pensent, eux, que tout va bien finalement et que la communication et que la collaboration est correcte. Et les infirmières, qu'est-ce qu'elles disent, à la différence des médecins? Que c'est difficile de dire tout un problème quand on a un problème avec un patient, que non, elles ne sont pas d'accord, elles ne sont pas impliquées dans les décisions, que la coordination entre les médecins et les infirmières n'est pas si bonne, toutes ces différences sont significatives, que la résolution des conflits n'est pas adéquate et que leur rôle n'est pas reconnu dans le soin du patient. Et finalement, quand on compare les chiffres d'implication des infirmières dans les soins, ça a un petit peu bougé, puisqu'on voit que l'étude Lattare qui a été publiée en 2001 montre une implication de 54%, et que l'étude Lattare 2 qui a été réalisée et présentée au Congrès en 2008, ça monte à 67%, mais c'est encore un avis finalement donné par les médecins et pas par les infirmières. Et il n'y a pas vraiment d'enquête sur le terrain qui prouve cette implication infirmière. Et en fait, quand on leur demande, toujours en France, et bien on retrouve un petit peu les mêmes chiffres que dans l'étude précédente internationale et américaine, et qui montrent que finalement, il y a encore la moitié des infirmières qui n'osent pas exprimer leurs doutes quant aux limitations de traitement. Donc, la parole infirmière reste quand même finalement aujourd'hui négligées, en tout cas elles en ont le sentiment, et je vous renvoie pour ça au topo qu'avait fait Nancy Kentish-Barnes il y a un an sur la communication médecin-infirmière. Elles ne se sentent toujours pas assez considérées, à la fois dans leur rôle et dans leur parole, et ont le sentiment que leur champ d'expertise n'est pas reconnu pour l'argumentation d'une décision de limitation d'arrêt des traitements. Évidemment, ce qu'on attend d'elles, ce n'est pas une parole médicale, ce n'est pas un raisonnement médical, c'est la transmission de leur rôle propre auprès du patient qui leur est conféré par leur présence quotidienne, continue et très intime avec le patient. Les règles de la délibération, elles sont communes à toutes les délibérations, que ce soit pour un processus de décision de soins ou pour une décision de justice ou quoi que ce soit d'autre. On doit convenir d'un objet commun, et convenir d'un objet commun, c'est là l'enjeu thérapeutique, décider ou pas pour le patient de limiter ou d'arrêter les traitements. C'est le projet thérapeutique, le projet commun. Il faut reconnaître la validité des arguments de chacun. Et chacun, bien sûr, doit se positionner de façon solidaire, finalement, aux autres participants et aux médecins qui doivent prendre cette décision. Et chacun est responsable, pas forcément juridiquement, comme on l'a vu, mais en tout cas moralement. Les biais du débat,
il y en a beaucoup, et c'est les interactions qu'on connaît tous et qu'on va reconnaître dans cette liste. C'est le phénomène de soumission à l'autorité. Effectivement, quand un chef de service dit très fort et très haut son argumentation, à la fois avec un niveau de compétence certain, on a tendance à se soumettre à son autorité. On a tendance à se conformer à l'opinion majoritaire, très compliqué quand il y a 9 personnes sur 10 qui sont d'un avis d'oser s'opposer. Et c'est des expériences de psychologie qui sont maintenant très anciennes et très intéressantes à regarder. Il y a des stratégies qui visent à établir son autorité, qui font que l'objet n'est pas vraiment la décision, mais plutôt d'asseoir son autorité sur l'ensemble du groupe, des stratégies de protection, que Christophe Pacifique a décrit la trahison discrète du participant passif, ne rien dire, rester dans son coin et finalement ne pas se mouiller, des stratégies de séduction, et puis le déni des arguments des autres professionnels. Il y a bien sûr des mécanismes de défense, notamment l'identification projective qui consiste à se projeter tellement de façon importante dans l'identification qu'on finit par perdre toute objectivité. Donc en conclusion, je dirais que l'intérêt de la collégialité, c'est plutôt qu'une collégialité, d'apporter une vision pluridisciplinaire de la décision, de minimiser l'influence de la lassitude, de l'épuisement émotionnel, de la culpabilité qui peut survenir après un événement iatrogène, ou l'influence par exemple d'un engagement affectif trop important. Elle impose de prendre du temps, puisque réunir plusieurs personnes, c'est long, on n'y arrive pas forcément en une seule réunion, et le temps fait nuance les avis. Elle augmente l'expertise médicale, puisque chacun apporte ses arguments, et surtout, elle a, de façon analogue au RMM, un intérêt pédagogique.